Et aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison, mais cette fois-ci ce sera une comparaison d'une série. Il s'agit de À la croisée des mondes, donc His Dark Material, qui est l'adaptation de À la croisée des mondes. Le roman de Philippe Pullman. On a déjà vu le film qui a été adapté il y a des années. Une dizaine d'années je pense maintenant, peut-être même Peut-être. plus. Et on a lu les livres, toutes les deux. Évidemment. Il y a, je pense qu'on vous en a déjà parlé plusieurs fois, moi en tout cas, parce que j'ai classé cette trilogie, enfin en tout cas le dernier tome, dans les fins de saga, enfin mes meilleures fins de saga. On a déjà expliqué pourquoi. Je rends toujours hommage au génie de Philippe Pullman, celui qu'il a exprimé dans cette trilogie qui est magnifique. J'attends toujours le deuxième tome de le livre de Poussière. Voilà, en gros pour récapituler nos connaissances sur cette série, sachant que pour ma part, donc on a lu les 3 tomes il y a quand même un petit peu de temps. Très très longtemps. Hein. Moi j'ai lu le premier, je pense que j'étais même pas encore au collège, ouais. donc du coup j'ai dû terminer la série avant ou au cours collège. Et j'ai relu le tome 1 au tout début de la chaîne, peut-être un an après le début de la chaîne. Gallimard offrait des partenariats et pour choisir ses partenaires, il demandait de faire tout simplement de faire une chronique de ce premier tome, voilà, avant de décider de ses partenaires. Et moi j'avais essayé de le relire à ce moment-là et j'ai abandonné parce que l'IRA m'agaçait et le style était un peu trop lent. Et puis j'ai toujours du mal à refaire des relectures comme ça si ça vient pas directement de moi. Déjà de base, faire des relectures c'est pas trop mon truc, mais voilà. Là c'était peut-être un peu forcé. Ouais. Après moi c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans l'enchaînement des 3 tomes, c'est que le premier est relativement jeunesse, le deuxième un peu moins, et le troisième déjà beaucoup plus adulte. Tant il est bien. Il est génial. Tant dans l'approche des thèmes abordés, enfin dans l'approche des thèmes, dans les thèmes abordés et dans la plume. La plume est, de mémoire, hein, beaucoup plus simpliste dans le premier et plus travaillée dans le dernier. Et je pense que c'est fait exprès d'ailleurs, c'est parce que l'IRA grandit tout simplement. Et d'ailleurs j'ai retrouvé ça aussi avec La Belle Sauvage, où là ça m'avait paru très 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 jeunesse et je me suis dit mais finalement ça se passe avant le premier tome, donc pourquoi pas, j'attends de voir ce que donnera le deuxième. Bref, voilà, la série. Alors pour moi c'est non, c'est pas possible, j'ai pas aimé, j'ai tout regardé quand même, je me suis un peu forcée sur la fin, mais voilà, je regarderai pas la deuxième saison, j'abandonne. Pour moi c'est un pourquoi pas, je regarderai la deuxième saison et la troisième s'ils vont jusque là par curiosité. On va commencer par le choix des acteurs. Alors il y a du bon et il y a beaucoup de pas bon pour ma part. On va commencer par le bon, celui qui fait Azriel. Il est très bien, il joue très bien, il incarne parfaitement le personnage, il n'y a pas de souci. Par contre, Mrs. Coulter, Lyra, ça l'a pas fait. Madame Coulter, ça l'a pas du tout fait. J'aime pas sa tête. Au bout de 2 épisodes, je pouvais plus la supporter. Elle fait tout le temps la même tête, en mode mystérieuse, regard au loin, puis ça lève par au-dessus de l'autre. Et du coup, ça donne toujours la même impression et elle renvoie toujours les mêmes émotions en fait, avec ses expressions corporelles. Et ça m'a ennuyée profondément. Ça m'a saoulée. Je trouve pas que c'est une actrice waouh. Et le truc qui m'a dérangée avec l'actrice de Lyra, c'est qu'elle surjoue énormément, j'ai trouvé. Certaines émotions, elles sont très très vives. On a l'impression qu'elle joue plus pour le théâtre que pour le cinéma en fait. Quand elle s'énerve notamment. Elle s'énerve, ouais, Lyra. Elle s'énerve vraiment énormément. Et ça colle pas tout à fait, enfin, ça m'a un petit peu dérangée. Et puis il y a aussi cette histoire de point de vue avec en mode regard mystérieux ou regard très énervé par en dessous. Lyra c'est beaucoup regard par en dessous. Elle penche la tête et elle regarde vers le haut en mode très énervé. Et c'est souvent les mêmes plans caméra. Donc ça c'est pas forcément le problème des acteurs et des actrices. Mais régulièrement on a toujours les mêmes plans des visages. Et voilà, c'est un style qui m'a pas plu. Pour ma part, le choix des acteurs, je l'ai trouvé plutôt ok. Alors, sauf effectivement Madame Coulter que j'ai pas... Au début ça allait, voilà, pareil, au début je me suis dit ouais ok d'accord, ça renvoie bien le truc. Puis finalement, bof, voilà, son visage effectivement, moi non plus me revient pas. Elle a toujours la même expression très fade avec la lèvre, enfin les lèvres en avant. Ça fait vraiment canard, enfin je suis canard ou avec un bec même plus large, enfin je sais pas, mais il y a un truc quoi qui moi ne me revient pas avec cette actrice. Dans le film c'était Nicole Kidman. Nicole Kidman qui a quand même une autre tronche quoi. Voilà. Par contre Azriel je l'ai trouvé parfait, mais genre vraiment vraiment très très bien, surtout quand on a lu tous les tomes jusqu'au 3e, qu'on comprend vraiment la nature de ce personnage. Je l'ai trouvé exceptionnel, même si je trouve que Daniel Craig dans le film
est génialissime, mais c'est parce que j'aime Daniel Craig. En fait, je pense que j'aime Azriel, et du coup, voilà, j'ai trouvé que les deux acteurs étaient très très bons, et celui-ci, dont je ne connais pas ou plus le nom, je l'ai trouvé très bon. En ce qui concerne Daphne Keane, la petite Lyra, moi je l'ai trouvée très bien. Alors, en fait, je l'ai d'abord vue dans Logan, j'ai adoré ce film, et je l'ai trouvée exceptionnelle dedans. Du coup, c'est peut-être pour ça en fait. C'est vrai, j'ai pourtant trouvé qu'elle jouait très bien dans Logan, et puis là, non. Ouais, mais dans Logan, elle est tout le temps en colère. Oui. Et c'est peut-être pour ça. Bah oui, du coup, oui. C'est une actrice qui est bien en colère. Après, ton histoire de plan par en dessous, moi ça me choque pas au sens où Lyra, oui, c'est quelqu'un qui réagit beaucoup comme ça. Enfin, de mémoire, si tu veux, dans le livre, ça fait trop longtemps. C'est une petite chippie. D'ailleurs, ça pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas très bien. Alors, le coup de la petite fillette, de la fillette qui ment, qui manipule, ça on l'a vu un peu. Ah si, quand même, avec Liz Coresby, avec les ours, on le voit un peu. Après, je pense que ça aurait pu être tellement plus mis en avant. Mais ça m'a pas marqué. Autant Madame Coulter, je suis complètement d'accord, autant Daphne Keane, bon bah... Moi, j'ai trouvé plutôt bien dans son rôle, assez dynamique, même si ça manquait d'un petit quelque chose. Et ça, je ne le donne pas... Enfin, pour moi, c'est pas une faute de l'actrice, mais plus une faute du scénario et des répliques, en fait. Et de la mise en scène, voilà. Un autre point qui m'a dérangée et qui m'a ennuyée, c'est la lenteur de l'avancée. En même temps, dans le tome 1, c'est assez lent aussi. Donc bon, ça correspond, mais voilà, j'ai trouvé ça très très lent. En plus, avec les plans qui se répètent, qui sont souvent les mêmes, ça m'a ennuyée. Les 2 derniers épisodes, je les ai juste écoutés, je les ai pas regardés, j'ai fait autre chose en même temps. Parce que j'étais pas accrochée au récit. Et en plus de ça, on a très peu d'émotions pour les personnages. Il peut leur arriver quelque chose et ça nous fait pas ressentir grand chose malheureusement. Je fais partie des gens qui sont extrêmement bon public, je pense que ça vous l'avez compris. Il y a eu un manque total d'émotion, il y avait une froideur vis-à-vis des personnages et même dans leurs relations, hein, pourtant on ne croirait pas comme ça, mais j'ai senti une espèce de froideur qui m'a en fait immunisée contre les crises de larmes intempestives. Ensuite, un gros point noir, c'est l'alliétomètre. L'alliétomètre. C'est assez ridicule la façon dont c'est mis en place dans le roman, dans la série. Dans le roman, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Lyra arrive à le décrypter, mais il y a des raisons derrière, c'est bien expliqué, c'est bien amené. Et là, pas du tout, on a l'impression que le premier imbécile venu peut lire l'alliétomètre, alors qu'ils disent que c'est pas le cas. Mais la façon dont c'est fait, n'importe qui pourrait le faire. Et en plus de ça, l'alliétomètre est même capable de nous donner des chiffres. Alors que c'est quelque chose qui donne des images et on interprète les images un peu en mode voyance. Et là, on est capable de lire des chiffres, alors qu'il n'y a pas d'explication derrière. C'est sorti de nulle part, comme ça. C'est quelque chose de très abstrait et en fait, l'interprétation est très profonde. Enfin, c'est pas... Là, effectivement, on dirait que c'est facile qu'elle l'ouvre, elle tourne 3 molettes et hop là. Et en plus, elle passe de l'état j'arrive pas à le lire, c'est n'importe quoi, à pouf, bah, j'y arrive tout de suite. Alors ça, par contre, et j'y arrive complètement, ça arrive pas petit à petit. Je sais plus comment c'est fait dans le livre en fait. J'aimerais bien me souvenir. Dans le livre, c'était peut-être un tout petit peu plus progressif. Pas trop non plus, parce que bon, une fois que t'as compris le principe, tu l'as compris quoi. Et puis, je me demande si elle y arrive pas dès le début en fait. Et puis en plus, elle lisait des choses, ça avait du sens ce qu'elle interprétait et tout, avec l'histoire, etc. Que là, c'est pas utilisé tout le temps, c'est utilisé quand on en a besoin comme ça. Non, je suis d'accord. Je pense qu'en particulier pour les néophytes qui n'ont pas lu, qui n'ont pas vu le film, ça doit être compliqué de bien saisir toute l'importance de cet instrument. Même s'ils disent qu'il n'y en a plus que 3 dans le monde, blablabla, de la même manière, je pense que le concept de la poussière, qui est la base même du fonctionnement de l'alliétomètre, et de tout le reste qui va en découler, les différents mondes et tout, là aussi j'ai trouvé ça très très en surface, finalement, pareil, le lien entre la poussière et les démons, ça manque d'explication pour moi. Mais en même temps, je dis pas que c'est facile de le faire par image. Mais voilà, pour moi, c'était un... Enfin, je savais ce à quoi je m'attendais, je savais ce que je voulais voir et comment l'interpréter. Je me demande ce qu'il en est des spectateurs qui n'ont aucun lien avec le monde de Philippe Pullman. On parlait des démons. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, non, mais c'est vrai, oui, on est dans un monde quand même, dans celui-ci, on est dans un monde où toutes les personnes sont accompagnées de démons. Déjà, comme je vous le disais, il y a très peu d'explications sur les démons, c'est-à-dire quel est le lien entre le démon et le maître, quelle est la distance maximale sans souffrir, qu'est-ce qui se passe si un démon meurt pour son maître, qu'est-ce qui se passe si le maître meurt pour le démon.
Ça c'est des choses qu'on saisit très rapidement au vol, mais il n'y a pas d'approfondissement dessus, alors que pour moi c'est quand même une des bases de cet univers. Et on en voit très peu finalement, des démons. Oui. Par exemple, il y a des rassemblements de genre une cinquantaine de personnes et on voit aucun démon. Alors que quand t'es adulte, donc c'est 50 adultes, hein, quand t'es adulte, le démon il a une forme définie, donc du coup il est pas forcément un truc tout petit genre un papillon. En général, il est quand même un gros chat ou je sais pas, donc on devrait quand même en voir et là rien du tout. Et quand on en voit, les méchants, ils ont des démons chiens ou rapaces. C'est tous les mêmes en fait. C'est tous les mêmes. Voilà. En fait, quand il y a des gros rassemblements de méchants, faut dire que tous les méchants se ressemblent aussi. Hein. Voilà, c'est une armée, ils ont tous la même tronche, c'est un peu comme si on avait répliqué le même gars à l'infini. Bah ouais, quand c'est des parachutistes, ils ont tous des rapaces, et quand c'est des sentinelles, ils ont tous des chiens de garde. C'est un peu réducteur. Voilà. Voilà, parce que normalement, si je me trompe pas, il y a quand même un lien entre le démon et la personnalité en fait de la personne au moment où il prend sa forme. Ça fait un peu un monde manichéen, du coup les méchants, les gentils et les méchants. Pourtant, encore une fois, je suis pas sûre que ce soit aussi net dans le livre. Non. Justement, il y a tout ce questionnement autour du bien et du mal représenté par Azriel, qui est la représentation même de cet équilibre entre les deux. Un truc qui m'agace souvent dans les films ou dans les séries, c'est quand il arrive des événements et que les personnages s'en sortent, mais comme ça, alors qu'ils devraient pas. Et qu'en plus, un énorme mystère, un énorme cliffhanger est mis sur cet événement. Voilà, il y a un truc absolument pas plausible qui arrive non pas une fois, mais deux. C'est une facilité prise, c'est n'importe quoi. Et en plus, c'est gros quand même, c'est assez gros. Moi je sais que cet événement arrive dans le roman, et je sais plus trop comment s'en sortent les personnages, mais certainement pas aussi bien. Facilement et aussi bien. Voilà. Encore une fois, faudrait les lire, mais... Si vous regardez, vous comprendrez quand vous verrez la scène, voilà, le personnage concerné se relève, fait semblant d'avoir mal, marche 2-3 pas, puis pouf, tout va bien. C'est bon, c'est fini, tout va bien, on continue notre chemin. En ce qui concerne maintenant plus le montage, le scénario, enfin la façon dont ça a été fait, cousu ensemble, par rapport au roman, il y a une certaine prise de liberté qui se comprend et qui s'explique, qui est que cette série qui est la première saison, moi je m'étais dit première saison égale premier tome, deuxième saison deuxième, et en fait c'était super bien parti pour être comme ça. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont dérangée dans ce montage et dans ces prises de liberté, une un peu moins que l'autre. La première chose, c'est que on voit des éléments du tome 2 dans la première saison. Chronologiquement, ça s'explique parce que normalement, ces événements-là arrivent en même temps que ce qui se passe dans le tome 1. Mais dans le roman, en fait, tout arrive au début du tome 2. Et puis voilà, on raccroche les wagons après. Là, bon, ça arrive au milieu. Je pense que ça gâche un petit peu le mystère. Alors, je dirais pas le mystère, mais l'idée, le concept des mondes parallèles, en fait, finalement, avec Lyra, on ne le saisit dans le livre qu'à la toute fin du premier tome. Là, bon, on découvre Will quand même très rapidement. Après ça, c'est moins dérangeant au sens où ça s'explique chronologiquement parlant, pourquoi pas. Par contre, le point qui m'a le plus dérangé, et ce dès le premier épisode je crois, ce sont des plans où l'on voit le Magisterium. Normalement dans le livre on ne suit quasiment exclusivement que Lyra, de mémoire. Éventuellement dans le deuxième tome et dans le troisième on va suivre 2 ou 3 autres personnages en dehors de Lyra et Will, mais jamais il y a des scènes complètes sur les manigances internes du Magisterium. Qui sont assez incompréhensibles, oui, très peu claires et pas hyper intéressantes du tout. Et jamais on ne donne un visage aux gars du Magisterium. Là, bon, si, Lord Boreal et Mrs. Coulter qui sont les deux qu'on revoit le plus souvent, mais sinon ce n'est pas le cas. Et en fait là ça me pose problème parce que ça tue tout le suspense qu'il y a derrière Madame Coulter. Vraiment, là c'est nul en fait. Je trouve ça super dommage. C'est un personnage qui est très ambigu, très compliqué et que l'on peut croire gentil pendant très longtemps si on n'a pas les autres infos. Sauf qu'on les a. Donc ça gâche un peu tout. De la même manière, Lord Boreal, normalement, on n'est pas censé le voir avant très longtemps. Le tome 2, il me semble, avec d'autres personnages qui vont croire, enfin qui vont se méfier de lui, mais qui vont commencer par croire qu'il n'est pas si méchant, tout ça. Et là en fait ça casse tout parce qu'on comprend tout de suite son lien avec le Magisterium, on sait ce qu'il cherche, même s'il fait sa petite quête parallèle, ça on l'a bien compris aussi. Très très dommage. Mais je pense que le pire de tout,
Et je ne comprends pas. Ça franchement, surtout vu la lenteur de la série, le fait que les metteurs en scène ont pris leur temps pour monter les choses bien, mettre tout en un. Pourquoi ces révélations de l'épisode 2 ? Je pense que vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Ça m'a choquée. La filiation de Lyra, qui normalement reste secrète, il me semble, jusqu'au moins la fin du tome 1, si ce n'est le milieu fin du tome 2. Enfin, en tout cas, ça reste secret pour elle, peut-être pas pour le lecteur, même si j'ignore par quelle voie détournée on l'apprend, il faut vraiment que je les relise, mais Lyra ne sait pas qui sont ses parents. Pour elle, ils sont morts dans un accident. Je pense que le fait de le savoir, ça influe forcément, ça a un effet sur ses actions. Du coup, ça a un effet sur d'autres moments un peu clés de la série, qui dans le livre restent assez abstraites, hein, des comportements de certains personnages qui restent abstraits. On se demande mais pourquoi il réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe de si grave, on comprend pas le lien. Maintenant que ça s'est révélé... Donc pour moi ça c'était la plus grosse erreur. À cela on rajoute quelques suppressions, ajouts de personnages. Pourquoi ? Bon, ok, pour simplifier encore, simplification qui je pense, quand on a les clés pour faire une série. En fait c'était ça je pense la plus grosse déception, c'est de se dire, adapter un livre aussi dense et un univers aussi riche dans un film, que le film soit raté, c'est pas étonnant. Pas étonnant. Dans une série je pense qu'ils avaient toutes les clés en main, tout le temps disponible pour étaler et faire vraiment les choses correctement, et du coup là ces petites erreurs, et la plus grosse dont j'ai parlé juste avant, je pense que ce sont c'est pas pardonnable dans le cadre d'une série. Et ensuite il y a les ours en armure, on peut en parler quand même un petit peu, que j'ai pas trouvé très très impressionnant. À part Yorek. Yorek il est plutôt pas bien, même si sa voix est pas ouf. J'ai bien aimé. Franchement j'ai pas trouvé sa voix ouf. La voix est pas en lien, enfin il y a un problème entre l'articulation et ce qu'il raconte, enfin bref, moi ça m'a un petit peu dérangé au début. Par contre les autres ours on dirait juste des pantins répliqués, ils disent pas un mot, on dirait des gros robots articulés, là franchement je les ai trouvés assez ratés. Donc grosso modo c'est pas une mauvaise adaptation. Voilà, je pense qu'il y en a qui peuvent beaucoup aimer. Faut aimer la lenteur, voilà, les points clés y sont. Ouais. Ça colle relativement bien, à part ce que j'ai dit, ça colle relativement bien à l'histoire, même au niveau scénario, des dialogues, mais pas forcément à l'esprit du livre. Alors pas à l'esprit, mais exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les premières scènes, très clairement, c'est le début du tome 1. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, là ça va être top, on part sur quelque chose de génialissime. Et bon, mon avis s'est un peu détérioré au fur et à mesure du temps. Cela dit... Voilà, ça suit bien l'histoire, y a des choix qui ont été faits qui sont pas mauvais et qui s'expliquent, d'autres qui ont été faits qui sont absolument compréhensibles. J'attends de voir. Pour ma part, je regarderai la saison 2, je pense, parce qu'en fait, je regarde ça avec quelqu'un qui n'a pas lu les livres, donc forcément le retour n'est pas le même, et c'est aussi super intéressant à comparer d'ailleurs. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Sûrement, enfin moi je pense que je pourrais regarder jusqu'à la fin. Par contre, ce n'est absolument pas le Game of Thrones bis qu'on nous avait vendu. C'est pas le truc qu'on nous a vendu, et c'est pas... J'ai trouvé qu'il y avait énormément... J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques personnes qui réagissaient en disant « Waouh, cette série est absolument géniale et tout ». Et clairement, on n'est pas d'accord. Ouais, voilà, enfin quand on sait jusqu'où peut aller le génie de Pullman, jusqu'où vont les livres. Après, peut-être que c'est mon souvenir d'enfant qui me dit ce livre était trop bien. Moi, je pense que je le relirais, j'adhérerais pas autant. À part le 3e tome, où la fin est magnifique. Déjà, j'ai essayé de relire le 1er tome, j'ai trouvé ça trop lent. J'ai pas adhéré à l'héroïne. C'est de la jeunesse, c'est de la jeunesse le 1er tome. C'est de la jeunesse dense, je dirais. Et moi, je pense que je n'aurais aucun souci à les relire tous. Peut-être même entre celui-là et la fin de la deuxième trilogie. Mais voilà, là où je suis vraiment le plus curieuse, c'est de voir comment ils vont adapter le 3e tome, qui est quand même beaucoup plus lourd en termes de thèmes abordés. Il y a quand même philosophique, scientifique, parce qu'il y a toute la partie plus axée poussière, avec d'autres scientifiques, très théologique. Et alors le tome 3, ça part carrément, enfin je veux dire, n'oublions pas que c'est une histoire qui parle d'anges, de péché, de la chute, la chute des anges, de la trahison des anges, de Dieu, de la mort. Je suis très 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 curieuse de voir comment ils vont réussir à ressortir ça.
Et j'espère qu'ils vont pas gâcher le 3e tome qui reste pour moi indétrônable. Voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur cette série. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou pas, si vous l'avez vue. Hein. Si vous l'avez pas vue, dites-nous si vous avez envie de la voir ou pas. Et puis dites-nous ce que vous en avez pensé. On a très envie de débattre avec vous parce que j'imagine bien que vous n'aurez pas forcément les mêmes avis que les nôtres. Et puis en attendant, on vous souhaite de très belles lectures.